Bienvenue dans les grandes plaines américaines. Plus précisément dans la Tornado Alley. Je vous invite à découvrir ces vastes espaces, s'étendant à perte de vue, au fil des États du centre des États-Unis. Cette région a la particularité de posséder un climat presque unique en son genre et connaît une très forte amplitude thermique. Des hivers la plupart du temps froids et rudes alternent avec des étés très chauds. Mais c'est surtout au printemps, plus particulièrement des mois de mars à juin, que le climat des grandes plaines américaines fait parler de lui. À cette saison, d'importants conflits atmosphériques se produisent au cœur de ces contrées. L'affrontement de masses d'air aux propriétés bien différentes crée ces conditions très instables et peuvent donner naissance à de nombreux orages. Effectivement, il n'est pas rare que la rencontre d'air froid et sec en provenance du Canada, d'air chaud et humide remontant du golfe du Mexique, et enfin d'air chaud et sec venant quant à lui du désert de Sonora, engendre un contexte favorable à l'apparition de violents orages. Mais parfois, lorsqu'un cisaillement vient s'ajouter à ces conditions déjà très instables, c'est-à-dire une importante variation de la vitesse et de la direction du vent entre sol et altitude, les éléments peuvent prendre une tournure beaucoup plus sérieuse. De gigantesques orages se forment alors au-dessus des grandes plaines, les plongeant dans une ambiance aussi fascinante que chaotique. Ce cisaillement va permettre à certains orages de rentrer en rotation, créant ainsi ce que l'on appelle une supercellule orageuse, capable de générer la manifestation ultime des orages les plus structurés, une tornade.
Avec mon équipe, nous sommes allés durant tout un mois à la rencontre de ces phénomènes incroyables pour vivre cette météorologie si particulière et tenter de nous confronter à ces monuments du ciel. Pour les observer et mieux les comprendre. Préparez-vous à vivre 2 journées intenses durant lesquelles vous allez traquer des éléments naturels déchaînés au cœur de la Tornado Alley. 2 journées en notre compagnie à chasser les orages et parfois même les tornades quand ce ne sont pas elles qui nous chassent. « 16 mai 2015. Cette toute première chasse commence à Dodge City, dans le centre du Kansas. Nous sommes arrivés dans la Tornado Alley depuis quelques jours. Aujourd'hui, la télévision annonce et diffuse largement l'information concernant la situation météorologique explosive à venir pour cet après-midi. Nous devons faire le plein et quitter le Kansas en direction d'El Reno, un peu à l'ouest d'Oklahoma City. Ici, le temps est gris, humide et frais. Et c'est sous une pluie soutenue que nous nous dirigeons vers la zone que nous ciblons. Après lundi, marginal, et par contre à partir de mardi. Des orages particulièrement violents et durables sont annoncés entre le nord du Texas et l'Oklahoma. Toutes les conditions semblent être réunies en ce 16 mai pour qu'un épisode orageux majeur se produise. Le SPC, Storm Prediction Center, a émis un moderate risk sur une large zone entre le nord du Texas et l'extrême sud du Nebraska. Mais c'est bien sur le tiers sud-ouest de l'Oklahoma que se porte très vite notre attention. Une fois dépassée la zone de pluie intermittente que nous avons rencontrée jusque dans le centre de l'Oklahoma, la température fait un bond en avant de près de 12 degrés Fahrenheit, en à peine quelques minutes. Une supercellule tornadique est déjà recensée au Texas et plusieurs autres cellules évoluent autour d'elle. Maintenant, nous faisons route vers une zone où les paramètres sont très favorables à l'apparition de phénomènes intenses. Le vent du sud passe progressivement au sud-est à mesure que nous nous dirigeons vers l'est. Le SPC émet maintenant un Mesoscale Discussion qui délimite plus précisément la région devant très prochainement subir la dégradation annoncée. Nous faisons un point sur le radar et constatons que de nouvelles cellules viennent de naître et se dirigent tout droit dans notre direction. La plus au sud d'entre elles croît rapidement et nous décidons de continuer vers Altus, semblant plutôt bien placé sur le trajet de cette jeune supercellule. En poursuivant notre route vers Altus, nous arrivons sur Quartz Mountain. Une zone de relief assez dépaysante lorsqu'on est habitué aux étendues planes de l'ouest de l'Oklahoma. Oui, tu peux, faut jamais avoir confiance en politique. On a passé la montagne. Mais une fois passé cette zone de monts et de lacs, les choses sérieuses peuvent commencer. Nous voilà face à la cellule dont nous venons de parler un peu plus tôt. Cet orage a pris naissance il y a peu au Texas et continue de se renforcer en arrivant sur l'Oklahoma. L'enclume, la partie supérieure de l'orage qui s'étend horizontalement à haute altitude, est vaste et très impressionnante. Elle nous survole dans une ambiance désormais très pesante. L'air est chaud, humide, lourd, et une multitude de nuages instables commencent à envahir l'horizon. Une annonce est diffusée sur les ondes radio, la première d'une longue série. Celle-ci avertit les habitants de cette partie de l'État de l'arrivée imminente de cet orage désormais massif et violent. De très nombreux chasseurs commencent à converger sur la zone alors que nous arrivons près d'Altus.
la supercellule se renforce encore et commence à dévier vers l'est. La tension devient palpable. Mais ne distinguant pas encore la structure et les bases de l'orage, nous choisissons de poursuivre encore un peu plus vers le sud. Alors que nous mettons le cap sur la ville de Tipton, il nous semble reconnaître un véhicule qui ne nous est pas inconnu et que nous croisons déjà pour la 3e fois du voyage. Il s'agit bien de nos amis français, de la série documentaire Rendez-vous in Tornado Alley. La cellule continue sa course en s'intensifiant encore et encore. Et alors que nous arrivons à Tipton, notre orage passe en tornado warning. Une tornade peut maintenant apparaître à tout moment. Nous décidons de nous arrêter pour observer ce mastodonte dans son évolution. Les ascendances sont extrêmement puissantes et bientôt nous apprenons qu'une tornade vient de se former au sein de la supercellule. La rotation de l'orage est très importante. Nous quittons notre position pour partir plus au nord et tenter de nous rapprocher au maximum de la cellule. Non, mais pour lui. Là, il faut y aller. Il y a du chasseur. Tiens le pare-choc. Là, ça commence à être bien. Pas sa petite zone de forêt en face, non? Nous progressons entre d'innombrables chasseurs d'orage qui ont convergé dans le secteur et cherchons l'endroit le plus dégagé possible. Ouais, mais c'est pas mal là, non? Peut-être là-bas, c'est pas... Non, il y a de la forêt, mais c'est hors de question. Non, Le monstre atteint son paroxysme. Et la tornade, masquée par un intense et très épais rideau de précipitation, est toujours au sol. D'énormes grêlons de plusieurs centimètres de diamètre sont recensés à seulement quelques kilomètres de nous. La structure est particulièrement ténébreuse et s'approche à chaque seconde encore un peu plus. Le mur de précipitation ne va pas tarder à nous atteindre. La poussière se soulève et les animaux courent en tous sens. Alors que le vent devient de plus en plus fort, nous devons remballer tout notre matériel pour poursuivre la supercellule qui continue inexorablement sa route vers le nord-est. Le temps nous est compté. Nous devons partir vers le nord, prendre à l'est et dépasser la supercellule de manière à nous replacer à l'avant. Vas-y, ouais, vas-y, c'est pas grave, c'est bon. Il va falloir être très rapide. Nous avons déjà passé beaucoup de temps ici. Nous allons devoir passer à travers une partie des précipitations sans vraiment savoir ce que nous allons y trouver. De fortes pluies, c'est certain. De la grêle, pas impossible. Remonte doucement vers le nord. Et peut-être une tornade. T'es sûr qu'on se tape pas la tornade? Celle-ci est certainement toujours au sol et est rendue invisible à cause des précipitations. Tu vois le tracé, Mélanie, de la tornade, c'est les reports. Là, les 3 derniers reports, c'est ceux qui sont ici. Nous pénétrons au cœur de la bête. Alors fais gaffe, là, il va falloir que tu tiennes ton volant sur le vent. La luminosité baisse radicalement. Heureusement qu'on a mis une remix parce que là... T'es sûr de toi, hein, par contre. Renaud, t'es d'accord? On sort pas dedans, hein. Mais non, t'es d'accord? T'es sûr de toi? Je pense que ça va. T'auras peut-être des rafales latérales, mais elle est en face, elle est là-bas.
toute façon, le vent, là, il est pas trop... Nous pouvons apercevoir quelques grosses branches brisées, ce qui peut nous laisser penser que nous ne nous trouvons peut-être pas très loin du trajet de la tornade qui vient de passer dans le secteur. Attention devant toi. Ou peut-être s'agit-il simplement de dégâts dus à de fortes rafales de vent, mais n'ayant aucun lien direct avec ceux de la tornade. On voit toutes les branches pétées, là, vous les voyez? Plein de branches pétées au sol, là-bas. Nous sortons finalement des précipitations après avoir foncé vers l'est. Oh, il s'est fait péter sa vitre, regarde en face. En face. Mais cela ne va pas durer bien longtemps. le radar nous montre clairement la signature bien caractéristique d'une puissante cellule tornadique. L'orage forme un crochet particulièrement visible au sein duquel évolue la tornade. Les possibilités routières qui s'offrent à nous Nous obligent à nous diriger de nouveau en direction de l'orage, dans l'espoir de pouvoir le traverser une dernière fois pour repasser à l'avant. Nous apercevons des radars Doppler sur la route. des camions de scientifiques et de météorologues cherchant à sonder les profondeurs de ce genre de cieux agités. Peu à peu, nous nous enfonçons à nouveau dans les ténèbres de l'orage. Mais après quelques minutes de progression à travers de fortes pluies, nous prenons la décision de nous arrêter. Le manque de visibilité ne nous incite pas à persévérer dans notre démarche. Il faut ajouter que le radar nous indique également que la zone de forte rotation se situe juste devant nous. La tornade doit ou va certainement traverser la route sur laquelle nous circulons. Le vent vient de derrière là. Mais tout à coup, Attends. le vent change subitement de direction et se renforce brutalement. La voiture commence à tanguer. Qu'est-ce que t'en penses, Basile? Je sais pas. Demi-tour? Non. Basile, bouge pas. On peut pas faire demi-tour. Attends, stop là. Stop. Ouais, recule un peu. Dans l'axe. Ouais, bah attends. Dans l'axe du vent. Nous décidons de reculer face à ce vent violent qui, venant d'abord de derrière nous, provient désormais de notre gauche. Dans l'axe, je peux pas. Attends. Va le faire, Ouais, mais t'es pas passé loin, hein. Doucement. T'inquiète pas, Je vois, de toute façon, j'ai une très bonne vue derrière, y'a aucun problème. Ça, c'est normal, ça, c'est la grève. Ouais, mais... On arrête ici, au pire. Avant de nous arrêter plusieurs centaines de mètres plus loin, nous avons même fait demi-tour en nous préparant à toute éventualité. Si la tornade est probablement passée un peu plus loin devant nous, nous essuyons encore pendant de longues minutes de violentes rafales latérales, même si celles-ci ont perdu leur caractère tornadique. Voilà, c'est bon, on est sorti. On a eu le vent de dos, et ensuite le vent est passé à l'ouest, d'un coup. T'as vu la rotation? Une fois le vent retombé et la visibilité revenue, nous faisons un nouveau demi-tour, alors que plusieurs véhicules de chasseurs arrivent sur place et passent à notre niveau. Puis nous repartons prudemment vers Snyder, pour ensuite reprendre vers l'est. Et très rapidement, tout au plus 700 ou 800 mètres plus loin de l'endroit où nous étions garés et où nous avons été fortement chahutés par le vent, nous constatons de premiers signes du passage de la tornade. Sur une largeur de près de 500 mètres, les poteaux électriques penchent quand ils ne sont pas tout simplement à terre, coupés net à la base. En prenant vers l'est, à Snyder,
Nous repassons à nouveau sur le trajet de la tornade et faisons la rencontre d'un camion en portefeuille qui est sans aucun doute sorti de la route sous l'effet du vent. Nous comptions nous arrêter près du camion pour nous assurer que le conducteur était bien sain et sauf quand nous nous sommes aperçus que celui-ci était bien dans sa cabine, téléphone à la main, certainement en train de contacter les secours. Le radar nous montre que l'orage commence à perdre en puissance et à se déstructurer. Nous continuons vers l'est pour tenter d'intercepter une nouvelle supercellule. Alors que nous arrivons dans la ville de Lawton, nous rencontrons pour la première fois l'équipe de Belgorage. 3 Belges, Michael, Samina et Jean-Yves, qui effectuent leur deuxième périple dans les Grandes Plaines. Eux aussi ont été au plus près de la supercellule tornadique de Tipton. Nous continuons vers Duncan, où l'ambiance est assez impressionnante. De nouveaux messages d'alerte sont diffusés par radio, et ils concernent maintenant le nouvel orage que nous chassons, positionné légèrement plus au sud que le premier. Par contre, elle va peut-être être en alarme, hein, celle-là, la ville. Hein. Ouais, peut-être. Elles vont dessus. Oui, toutes les voitures partir de Woodward. De quoi? Woodward. Ouais. Oui, toutes les voitures se barrent. Ah bon? Attends, on n'entend pas d'alarme? Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Hop. Mets-toi. Nous nous dirigeons vers l'orage à travers des routes assez boisées, ce qui nous empêche d'avoir une visibilité suffisante sur les bases du nuage. Après, là, après, il y a un peu de visibilité. Après ça. Ah, de toute façon, il faudra pas trop s'approcher, oui, là. Là, je vu, tu vois. Au bout d'un chemin, nous trouvons finalement un point de vue et nous nous arrêtons pour observer l'arrivée de la structure. Ce nouvel orage violent fonce droit sur nous. À nouveau, nous devons quitter les lieux. Et lorsque nous retournons dans la ville la plus proche, nous entrons dans les premières rues au son des sirènes hurlantes. Celles-ci avertissent d'un risque imminent de tornade. Dans le centre de la ville, les rues sont désertes. Nous avons observé les dernières personnes se mettre à l'abri, 2 d'entre elles nous demandant des précisions supplémentaires quant à la trajectoire que doit normalement adopter l'orage, si elles sont en sécurité et si elles risquent une tornade. On aille au sud, avance. Nous leur répondrons que le risque n'est clairement pas à négliger. 2 km 3. Un peu plus tard, nous arrivons dans les environs de Winewood, dans un cadre assez particulier, près d'une raffinerie. Ici aussi, l'endroit est désert. Une grande torche s'agite dans la nuit et des abris sont indiqués à l'angle de certaines rues.
Le temps passant, il y a toujours beaucoup de flashs et la pluie arrive. Finalement, les orages forment maintenant un système linéaire traversant toute une partie du sud-ouest de l'Oklahoma, le risque de tornades faiblissant un peu partout. La fin de cette incroyable journée de chasse n'est pas très loin. La ligne d'orage finit bientôt par nous rattraper et nous décidons de la laisser nous passer dessus. Nous prenons finalement la route pour rentrer dans les environs d'Oklahoma City, où nous dormirons ce soir. Mais sans nous douter que le clou du spectacle était encore à venir. À l'arrière de la ligne, durant une grande partie du trajet nous séparant de la plus grande ville de l'État, nous allons assister à une activité électrique décuplée par rapport à tout ce que nous avions pu voir auparavant. Plusieurs éclairs à la seconde, un véritable stroboscope géant. Nous sommes témoins d'un spectacle inédit, digne des plus grandes et des plus folles manifestations pyrotechniques. Et quand les mots ne suffisent plus, laissons-nous aller à être hypnotisés par la magie et la puissance des éléments. Les yeux encore pleins d'étoiles après ce spectacle électrique qui nous a semblé venir d'une autre planète, nous nous réveillons à Oklahoma City, alors qu'un franc soleil brille déjà de 1000 feux sur tout l'État. Après une bonne journée de repos où nous avons pu lever le pied, nous partons nous positionner en prévision de la journée du 19 mai, qui s'annonce relativement intéressante dans le nord du Texas. Nous prenons donc la route vers le sud, ferons la rencontre d'une cohorte d'avions militaires à l'entraînement et traverserons de nouveau une partie des grandes plaines et de ces villes en nous imprégnant de toute leur typicité.
Nous arrivons finalement à Lubbock, au Texas, d'où nous définirons notre plan de chasse pour le lendemain. Réveil pluvieux. La journée s'annonce très intéressante, mais assez complexe à appréhender. Nous quittons Lubbock par la route 84 et prenons sud-est sous un ciel gris et dans une atmosphère ventée. Une bonne partie du Texas, actuellement sous les nuages, est soumise à un risque d'orage aujourd'hui. La zone semblant la plus propice au développement d'orages supercellulaires bien structurés est située à cheval sur la frontière Texas-Oklahoma, le long du lit de la Red River. C'est sur cette région que le risque de tornade est pour le moment le plus significatif. Un Mesoscale Discussion et même un Tornado Watch sont émis pour tout le quart sud-ouest de l'Oklahoma et pour la région de Wichita Falls, au Texas. Malgré un temps toujours très chargé au fil de la matinée, le satellite nous indique le retour de conditions plus lumineuses sur la région. Début d'après-midi. Premier arrêt à Benjamin, à une cinquantaine de kilomètres de Seymour, au Texas. Brisant la lourdeur du silence ambiant, l'église de Benjamin s'en donne à cœur joie alors que nous patientons au bord de la route. L'ambiance est maintenant beaucoup plus lumineuse qu'une ou 2 heures auparavant. Si l'instabilité est bien présente sur la zone, nous nous rendons peu à peu compte que l'air est trop sec là où nous nous trouvons. Les premiers développements tardent à se manifester et le doute s'immisce progressivement dans nos esprits. Nous passons 45 minutes à l'arrêt le plus complet et il ne se passe toujours rien. Et suite à une énième réactualisation du radar, nous constatons que 2 ou 3 cellules viennent de naître dans les environs de la ville d'Olney. Le problème est qu'elles sont distantes d'environ 100 km, ne se déplacent pas dans notre direction et rien ne nous dit qu'elles vont perdurer. D'autant que nous croyons encore à notre placement initial où les développements convectifs les plus prometteurs sont censés se produire. Mais après un long délibéré, nous partons finalement vers Olney. Même si les cellules semblent belles, nous restons sur la réserve. Mais il faut garder à l'esprit que l'heure tourne et que le temps était venu pour nous de faire un choix. Le ciel devient de plus en plus sombre et instable. Une fois n'est pas coutume, nous sommes à l'arrière des cellules et devons donc passer à l'avant. Reprends du poil de la bête, 2 pouces pour la grêle là. Nous poursuivons dans la direction d'Olney et avons pour objectif de continuer vers Loving, puis d'intercepter la cellule la plus au sud-est, qui est de loin la plus prometteuse sur le radar. Et dès que nous sortons d'Olney, ce qui devait arriver arriva finalement. Notre cellule passe en tornado warning. De loin, ces bases sont vraiment sombres et ont l'air bien dessinées. Un abaissement nuageux est déjà clairement visible. Nous fonçons vers Loving et remontons au nord de la ville pour tenter de trouver un point de vue dans cette région très boisée. La base est extrêmement basse et nous nous attendons à voir surgir la tornade qui peut désormais en émerger d'une minute à l'autre. Il y a une super animation. Dès qu'on a un point de vue, on s'arrête. Ouais. Là, ça va être pour s'arrêter, je pense. Là-haut, il y a de la hauteur. Là, il y avait du dégagement. Ah, ouais, tu peux continuer, je pense. Ouais, tu peux continuer encore. Doucement. Après la route là-bas. Regarde, il y a Shima. En haut de la route, normalement, ça devrait être bon. Arrivés dans l'une des courbes de la route et à la faveur d'une petite butte, nous obtenons plus de visibilité. La base est sombre, très agitée, et la rotation est très puissante. La supercellule est vraiment à 2 doigts de donner une tornade. Elle ne demande même que ça.
Mais après de longues minutes à l'observer, le rideau de pluie et de grêle masque rapidement le nuage mûr et la rotation. Nous remontons de 2 ou 3 kilomètres vers le nord, tournons rapidement à droite pour récupérer un accent dur, mais le réseau routier ne jouant pas vraiment en notre faveur, nous décrivons une sorte d'escalier pour récupérer la 281, en passant par une route chaotique sur laquelle nous nous arrêtons à de nombreuses reprises, non seulement par crainte de nous retrouver sous le crochet de la cellule, mais également pour observer le ciel particulièrement turbulent qui apparaît dans le sillage de l'orage. Nous récupérons enfin la route 281. Mais au regard du radar, notre cellule semble s'étaler et devenir trop anarchique. Ouais, à droite sur la route. Nous hésitons à la poursuivre encore, d'autant qu'une cellule plus jeune, plus au sud-est, et donc avec un meilleur potentiel, nous semble être plus accessible. Nous choisissons finalement celle du sud, évoluant dans un environnement plus favorable et à l'écart de celle du nord. Un gros nuage mûr et puis derrière il faut ça. Nous arrivons à l'intersection avec la route 920 et prenons vers Pouleville. Et alors que la cellule que nous traquons s'affaiblit, une seconde explose dans son sillage. En fait, celle du sud est en train de bouffer tout au nord là, et crève celle au nord. Nous prenons la Lone Star Road et les pluies se font de plus en plus insistantes. Il s'agit des précipitations liées à la première cellule, désormais en cours de désagrégation. Derrière elle, le nouvel orage continue de se renforcer. Nous avons peu de temps et il ne faut pas se louper. Nous avions plusieurs choix et décidons de d'abord reprendre la route vers le sud pour ensuite reprendre la route 180 en direction de l'ouest. Nous y sommes. La route 180. Nos esprits sont en pleine ébullition. Nous hésitons à redescendre encore un peu plus au sud, mais nous ravisons rapidement quand nous nous rendons compte que nous sommes sur le point de sortir des précipitations et que nous distinguons enfin les bases de l'orage, celles-ci étant particulièrement basses et qui plus est, baignant dans une très belle mais aussi très éphémère lumière vespérale. Il ne nous faut que très peu de temps pour nous convaincre que nous devons encore continuer vers l'ouest pour nous rapprocher au plus de l'orage. Le face-à-face ultime n'est plus très loin. Tout nous indique bien que c'est maintenant ou jamais. À vrai dire, nous ne distinguons pas la base du nuage, mais malgré la forêt, nous sommes absolument sûrs que la tornade est déjà au sol. Nous traçons tant bien que mal notre route à travers arbres et cuvettes. Le niveau de tension est à son maximum. La route elle passe pluie. Ouais, tornade donc. Elle est devant nous, c'est ça. Il y a une tornade. Tornade, on va se trouver face à elle. Faites très bien, regarde. Ouais, voilà, on va la voir. T'inquiète pas, Bruno, parce que t'as plein de trucs pour offrir au point. On va la voir de face, c'est ça qui est cool. Elle est grosse, ça va faire un virage, on va la voir de Elle se face. renforce. C'est dans 5 minutes, on va la voir. Ouais. Comme 10, alors. Là, on va la voir. Là, déjà, Jean-Jacques. Oui, je dis. Ok, très bien. On s'en rapproche, elle est encore. Là, on va la voir. Là, dans... Soudain, nous apercevons ce qui pourrait bien s'avérer être la toute dernière ligne droite. Au bout de la route, après une zone d'étranglement, un environnement plus dégagé semble se profiler. Attends. Nous nous y engouffrons avec cet espoir de pouvoir apercevoir ce qui reste pour l'instant caché, tapi derrière les Sur de arbres. la flotte, on peut rien faire avec la flotte. Avance encore. Elle est masquée là. On va avancer. Le moment de vérité approche. La route. Et enfin, voici venir la confirmation de ce dont nous doutions. On la voit là, les gars. On la voit. Ah, vous savez, faites, mets-toi là. Ouais, stop. Alors que nous nous arrêtons sur le côté et tentons de nous extirper de la voiture, il n'est pas évident de cadrer la scène que nous venons de découvrir. La tornade est bel et bien là. Elle évolue dans de somptueuses couleurs orangées et surtout
sous un mésocyclone incroyablement bien formé. Un véritable cas d'école. L'orage et sa tornade se déplacent au-dessus de la ville de Mineral Wells. Au terme d'une longue et excitante journée de chasse entre l'ouest et le centre du Texas, cette supercellule vespérale est venue nous gratifier de sa plus ultime manifestation. Alors que les couleurs du soir se font moins vives, l'orage poursuit finalement sa progression et devient de nouveau masqué derrière la cime des arbres. Nous ne revenons pas de l'événement dont nous venons d'être témoins. Oh, la poulie, les gars. Elle était belle en plus. Ouais, c'est plus nord. T'as enregistré l'image ou pas? On continue. Bah non, personne n'a enregistré. Si j'ai pas perdu le matos, il est pas impossible que j'ai perdu le matériel. Ah oui? Ouais. Ça vaut bien une tornade. Non, c'est pas nous, c'est... Vache, avec le méso, je même, on a touché le sol, quoi. Mais oui. C'était Excellent. Ah, les couleurs. Ah, avec le soleil sur le côté. Je pense que là, on était bien placé, qu'on a vu une magnifique tornade dans une lumière, mais de dingue. Au coucher du soleil orangé avec la structure du mésocyclone qui était en dessus. Tout l'orage, quoi, avec la petite tornade au fond, c'était nickel chrome. Et là, on va peut-être continuer. Hein. Encore sous le choc émotionnel de ce spectacle unique, nous parvenons malgré tout à rassembler nos esprits pour continuer cette extraordinaire journée de chasse qui n'est peut-être pas tout à fait terminée. L'orage, bien que moins esthétique par rapport à ce à quoi nous venons d'assister, poursuit sa route vers le nord-est. Et une fois la vérification effectuée, nous remarquons qu'il n'y aura finalement pas eu le moindre orage là où nous étions postés en début de journée. Il n'y a rien. Hey, on était... Regarde. Bruno. C'est-à-dire là où étaient attendus les événements les plus intenses. Nous avons bien fait de partir vers l'est et de parier sur les premières cellules que nous avions repérées lorsque nous étions à la sortie de la ville de Benjamin, même si celle-ci était assez éloignée. Alors que la nuit commence à tomber, les différentes cellules orageuses tendent à s'agglomérer en un vaste orage multicellulaire très pluvieux. La chasse semble à présent toucher à sa fin. Nous nous dirigeons vers la ville de Bridgeport et alors que nous y rentrons, nous croisons les 3 vannes de Roger Hill que nous saluons. Roger Hill est un chasseur d'orage américain connu et reconnu de tous aux États-Unis. Eux quittent la ville alors que nous comptons y rester. L'ambiance est toute particulière. Bien que les éléments semblent se calmer, l'orage n'est jamais très loin et l'activité électrique reste omniprésente. Encore secoués par la journée que nous venons de vivre, nous nous arrêtons en ville pour trouver quelque chose à manger. Arrivés devant un restaurant aussi désert que le reste de la ville, la pluie se renforce alors que les éclairs deviennent subitement plus fréquents. L'atmosphère devient plus pesante, comme si quelque chose devait se passer et que cela nous avait échappé. Entre le bruit des gouttes et celui du tonnerre, vient soudain s'immiscer un son bien caractéristique et strident. Une alerte à la tornade. Les sirènes continuent de retentir dans la ville et semblent se faire de plus en plus insistantes.
Nous nous pressons à la voiture pour rallumer l'ordinateur et tenter de comprendre ce qui est en train de se passer. Et nous allons vite pouvoir vérifier ce que nous redoutions. Effectivement, un crochet est bien visible sur la partie sud de cette nouvelle cellule, très jeune, qui s'est formée il y a très peu de temps, au sud-est du système multicellulaire que nous avons quitté un peu plus tôt. Une tornade est peut-être déjà au sol. On peut aller s'abriter là-bas, c'est bon. Moi j'y vais un peu dans le bâtiment. Hein. Nous préférons ne pas prendre la route dans ces conditions et retournons dans le restaurant pour pouvoir nous abriter si les conditions se dégradent davantage. Par contre, c'est vrai qu'il y a déjà du feu là. Il y a une tornade qui passe à côté. On n'avait pas le temps d'aller en bas. Ah, il y a eu quand même, ouais. Alors ça brille, on y go les gars. Il est pas là, il est pas revenu encore. Ah Bruno! Le vent d'est et la pluie sont de plus en plus forts, et quelques grêlons viennent ponctuellement frapper la vitre. Nous en sommes maintenant sûrs et certains. Une tornade sévit bel et bien dans le secteur. Mais nous ne savons pas avec exactitude à quelle distance et dans quelle direction celle-ci évolue. Du fait des fortes pluies, les rues deviennent totalement inondées et se transforment rapidement en de véritables torrents. Nous rencontrerons plusieurs personnes venues s'abriter et en avons vu d'autres qui se sont engouffrés dans le magasin de l'autre côté de la rue pour trouver refuge. Le vent se renforce toujours plus, tant et si bien qu'il devient difficile d'observer clairement ce qu'il se passe à l'extérieur. Nous repensons alors à la tornade que nous avons rencontrée et que nous avons surtout frôlée de très près, 3 jours plus tôt, dans l'Oklahoma. La situation que nous connaissons n'est pas sans nous rappeler cet épisode récent, quoique c'est un produit de jour. Espérons que celle-ci ne s'aventure pas plus près de nous encore. Le réveil fut rude. Nous apprenons que la tornade n'est vraiment pas passée très loin de nous hier soir et a touché des habitations au sud et à l'ouest de Bridgeport, notamment près de la ville de Runaway Bay. Les dégâts sont importants. Certaines maisons sont très endommagées quand elles ne sont pas détruites. Et certains vieux arbres sont à terre, cassés net ou à mi-hauteur. Beaucoup de débris se retrouvent coincés dans les arbres, transformés en projectiles destructeurs. Leur impact est souvent très violent lorsque quelque chose vient se mettre en travers de leur folle course pour y mettre un terme. Beaucoup de lignes électriques sont à terre et des équipes de techniciens sont déjà à pied d'œuvre pour rétablir le courant. À peine quelques heures après l'événement, leur tâche est immense. Alors qu'un hélicoptère survole la zone en effectuant des rotations, certains essaient de récupérer ce qui peut l'être, dans les décombres d'une maison, d'une chambre, ou comme ici, d'une caravane. Mais il faut avant tout retenir la formidable énergie dégagée par ces hommes et femmes, s'affairant de tout leur être à réparer, raccorder, dégager, nettoyer, déblayer, remplacer, réconforter, consolider avec une vitesse, un sang-froid et une attention qui ne peuvent que forcer le respect. Alors que leur communauté semble être à genoux, l'on s'efforce de panser les plaies au plus vite et d'aller de l'avant. Les habitants des Grandes Plaines américaines vivent quotidiennement ce risque et font preuve d'un grand courage et d'une incroyable force de caractère dès lors qu'ils sont touchés par ce type d'événement. Cette situation et ces scènes nous rappellent cependant la réalité de ce que représente la force d'une météorologie déchaînée. Les orages et les phénomènes qu'ils génèrent fascinent l'homme autant qu'ils l'invitent à l'humilité. Nous ne pouvons pas les éviter, mais nous pouvons malgré tout nous en protéger. Et cette protection passe forcément par une meilleure compréhension et une meilleure connaissance de ces phénomènes.
en tentant de les étudier, de les observer, de les documenter et de mieux les comprendre, scientifiques, météorologues et chasseurs d'orage, vouent leur existence à améliorer la prévention des phénomènes météorologiques violents, pour que demain, nous puissions mieux nous en prémunir, tout en continuant de découvrir les secrets qu'ils renferment.